Méditerranée vient tous les mois fleurir le mémorial dédié à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation maltaise tuée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. Aujourd'hui, elle n'a qu'un mot à la bouche, justice. Les 3 suspects sont certes sous les verrous et leur procès devrait bientôt commencer, mais le commanditaire, lui, n'a toujours pas été identifié. Si la personne qui est responsable de cet acte est identifiée, alors peut-être que nous arriverons à être en paix, car nous verrons que la justice a fonctionné. Trafic d'essence, Panama Papers, corruption, blanchiment d'argent, Daphne enquêtait sur tous les sujets qui fâchent, et notamment au plus haut niveau de l'État maltais. Manuel Delia, blogueur et ami de Daphne, continue le combat malgré les menaces et les accusations de trahison. La démocratie est en panne ici. L'état de droit ne prévaut pas. Les institutions sont totalement cooptées et elles appartiennent au gouvernement. Et le gouvernement est aux mains de gens qui n'ont que le pouvoir et le profit en tête. L'enquête aurait révélé des liens entre l'un des suspects et le ministre maltais de l'économie qui nie toute implication. L'opposition, elle, a décidé de monter au créneau. Nous n'avons pas juste perdu Daphne, nous avons perdu une journaliste d'investigation, nous avons perdu une voix qui était tellement importante pour notre démocratie. Si Daphne n'est plus, ces enquêtes, elles, sont bien vivantes. Un groupe composé de 18 médias du monde entier a décidé de poursuivre le travail de la journaliste sous le nom de Projet Daphne, et la mobilisation ne s'est pas arrêtée là. Il y a un groupe de femmes qui s'est créé sous le nom de Occupy Justice. Ce sont des femmes très déterminées, pas des idiotes, qui ont eu le courage de dire au Premier ministre qu'elles n'avaient pas peur de le dénoncer. C'est sans précédent. Elles ont puisé leur courage en Daphne. La famille de la journaliste a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir si sa mort aurait pu être évitée. Une requête que le gouvernement maltais n'a toujours pas acceptée à ce jour. Beaucoup de confiance a été perdue depuis la formation dans la douleur de la coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates en mars dernier. Angela Merkel l'a admis dans sa première réaction au scrutin bavarois. Le scrutin bavarois marqué par les mauvais résultats de ses alliés conservateurs locaux du parti CSU a montré que les meilleurs résultats économiques, le quasi-plein emploi en Bavière, ne sont pas plus importants pour la population que la confiance dans les acteurs politiques. En jetant un regard sur la formation du gouvernement de coalition et sur ces 12 derniers mois, on doit constater que beaucoup de confiance a été perdue. Cela vaut aussi pour les partis de l'Union chrétienne-démocrate, desquels on attend qu'ils agissent de concert. En tant que chancelière de cette grande coalition, je dois faire plus attention à ce que cette confiance soit là et que les résultats de notre travail deviennent visibles. Les électeurs bavarois ont en effet infligé des pertes à 2 chiffres aux 2 alliés de la chancelière qui gouvernent avec son parti CDU. D'après le magazine Der Spiegel, l'épicentre de ce séisme politique est en Bavière, mais il peut provoquer un tsunami qui balayera le gouvernement fédéral. Ce tremblement de terre pourrait connaître une réplique le 28 octobre lors d'un autre scrutin crucial pour Angela Merkel en Hesse. Passez de la République d'Irlande en Irlande du Nord et vous pourriez bien la rater. Seul un marquage légèrement différent sur la route matérialise la séparation entre les 2 territoires. Mais si le scénario d'un Brexit dur et d'une rupture nette avec l'Union européenne se confirme, des contrôles pourraient voir le jour le long de cette frontière de 500 km. Drumullipollip est une petite zone d'Irlande enclavée dans le territoire du Nord. Ici, la frontière traverse des routes, des maisons et même des commerces, comme cette station-service qui accepte à la fois les livres et les euros. Pour bon nombre de riverains, l'absence de contrôle à la frontière est indispensable. Il m'arrive de traverser la frontière 20 ou 25 fois par jour, selon les routes que j'emprunte. Beaucoup d'habitants de la région se disent frustrés par les décisions prises à Londres et à Dublin, loin de leurs préoccupations quotidiennes. Ils ne savent pas vraiment ce qu'est la frontière. Ils pensent juste qu'il y a une route et que c'est un passage à niveau. C'est complètement différent quand on vit sur place.
Les plus âgés se souviennent du conflit nord-irlandais et ses plus de 3500 morts, lorsque des groupes armés combattaient les Britanniques pour unir le Nord et le Sud. Pat Traynor, conseiller municipal du Sinn Féin, a perdu un doigt dans les combats. Pour lui, si le Brexit rétablit les contrôles aux frontières, son parti, qui milite pour la réunification de l'Irlande, pourrait obtenir plus de soutien. Le débat autour du Brexit montre bien qu'ils ont tracé une frontière illogique et contre nature dans notre pays. Le Sinn Féin veut et fait tout pour que l'Irlande soit unie et indépendante. Toute l'attention focalisée sur cette démarcation contribue à ce débat. Et pendant que les négociations sur le Brexit se poursuivent, les habitants de ce petit coin d'Irlande, eux, retiennent leur souffle. Environ 200 députés de la majorité ont bloqué durant plusieurs heures ce mardi l'entrée de l'Assemblée populaire nationale, cadenassant la porte pour en interdire l'accès à son président, dont il réclame en vain la démission depuis 3 semaines. En effet, depuis fin septembre, 5 partis de la majorité présidentielle accusent Saïd Bouadja, président de l'APN, chambre basse du Parlement, de mauvaise gestion, de dépenses exagérées et illicites, et d'un recrutement douteux notamment. Aujourd'hui est un rassemblement symbolique, solidaire, dans le cadre du respect des lois de la République et de la Constitution. On s'est rassemblés au Parlement pour exprimer notre refus absolu de travailler dans le futur avec Saïd Bouadja comme président. Une majorité parlementaire plus une personne. Ils ont signé un contrat dans lequel il a été choisi et on a voté pour lui. Maintenant, avec ce vote de non-confiance, on a rompu le contrat qui nous liait à lui. Pourra-t-il travailler maintenant avec un nombre réduit de députés? Il ne pourra pas. Il a un mandat de 5 ans, il ne peut être démis en dehors de sa propre volonté. Nous, on a présenté un candidat contre lui pour les élections. On n'est pas avec lui. Mais le problème c'est qu'il y a une violation de la Constitution et de la réglementation. En fin d'après-midi ce mardi, les opposants du président de l'Assemblée nationale ont indiqué convoquer une réunion urgente ce mercredi en vue de le remplacer à la tête de l'Assemblée populaire nationale. À moins de 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle, la police fédérale brésilienne demande l'inculpation du président Michel Temer et 10 autres personnes, dont sa fille, pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Depuis plus d'1 an, la police fédérale enquête pour établir si le président Temer, au pouvoir depuis 2016, a touché des pots de vin en échange de l'adoption d'un décret en mai 2017 visant à favoriser des entreprises du secteur portuaire. Suite à cette demande, il revient désormais au parquet de décider s'il porte une plainte pénale contre le président, s'il réclame une enquête plus approfondie ou s'il déclare le dossier clos. Mais selon la Constitution, l'autorisation du Congrès est impérative pour que la Cour suprême puisse enquêter, puis éventuellement poursuivre le président. Par ailleurs, la police fédérale a également demandé le gel des avoirs de toutes les personnes concernées par cette affaire, ainsi que l'arrestation préventive de 4 d'entre elles. Le chef de l'État, Michel Temer, a toujours fermement rejeté les accusations à son encontre, qui avaient été rendues publiques dès le début de l'enquête. L'année dernière, il avait fait l'objet de 2 enquêtes du parquet pour corruption et association de malfaiteurs. Dans les 2 cas, le Congrès a décidé de geler les dossiers jusqu'à la fin du mandat présidentiel qui s'achève le 1er janvier 2019. Une cour d'appel péruvienne a ordonné la libération de la dirigeante de l'opposition Keiko Fujimori, détenue depuis 1 semaine dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, le géant du BTP brésilien qui a versé des pots de vin pour obtenir des chantiers en Amérique latine.
Nous, les juges, décidons de déclarer invalide la première résolution du 9 octobre 2018 décidée par le juge de la Cour qui avait déclaré justifier la demande de l'accusation de mettre la suspecte Keiko Sophia Fujimori Higuchi en détention préliminaire d'un maximum de 10 jours. Lors de sa sortie du tribunal, la dirigeante de l'opposition assure être reconnaissante des marques de soutien reçues. Je pars reconnaissante. Malgré cette injustice, je suis reconnaissante des nombreuses expressions de solidarité et évidemment, cela devrait nous faire réfléchir à ce que nous pouvons faire pour éviter ceci, pour que cela n'arrive pas à d'autres personnes. Fille de l'ex-président Alberto Fujimori, Keiko Fujimori a été arrêtée à la demande du parquet au moment où elle se rendait dans le bureau du juge pour être entendue sur le financement de sa campagne électorale à la présidentielle de 2011. Une vingtaine d'autres personnes, dont des dirigeants du parti de Keiko Fujimori, sont visées par des mandats d'arrêt. La justice soupçonne cette formation d'avoir touché de l'argent de la société Odebrecht au cœur d'un scandale de corruption qui éclabousse toute la région. Chaque semaine, des dizaines de Syriens se massent dans ce stade près de Beyrouth, comme Naam et ses enfants. Après plusieurs années réfugiés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie voisine, ils ont décidé de rentrer chez eux. On est content et hésitant à la fois. Là-bas, les prix sont élevés, il n'y a pas de travail, la vie est difficile aussi. Mais Dieu merci, dans notre région, c'est calme. Notre maison tient encore debout, nos proches vivent là-bas, sur notre terre, avec nos bêtes. Ça ira bien, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Naamé? C'est bon, tu peux monter, doucement, un par un. Naamé rentre seul vers la province de Hama. Son mari restera au Liban encore quelques mois. Un au revoir difficile vers un pays qu'ils ont quitté il y a presque 6 ans. Depuis plusieurs mois, les autorités libanaises et syriennes se coordonnent pour organiser des retours volontaires et gratuits vers la Syrie. Près de 6000 personnes sont ainsi rentrées en 2018. Rawad et sa famille repartent vers la Ghouta orientale près de Damas, reprise au début de l'année par l'armée syrienne. Qu'est-ce que je peux dire? Que de sentiments. Je vais revoir ma maison, je vais revoir mes champs. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles. Dans ses sacs, Rawad a mis tout ce qu'il possède. Et il faut se battre un peu pour être certain de tout emporter. Ce jour-là, près de 150 réfugiés monteront dans ses bus, mais Rawad laisse derrière lui ses 3 frères. On le retrouve quelques semaines plus tard, dans la maison familiale auprès de son père, qui attend impatiemment le retour de tous ses enfants. J'étais déprimé que mes enfants aient quitté le pays. Je pleurais quand on parlait au téléphone. Dieu merci, 2 sont déjà rentrés. J'espère que les autres vont suivre. Quand mes enfants seront près de moi, je serai le plus heureux du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce couturier de profession cherche maintenant un travail. Son ancien atelier a été pillé. La cherté de la vie libanaise et les victoires du régime syrien l'ont poussé à rentrer chez lui. Mais ses retours restent encore très limités comparés aux 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, dont plus d'1 million vers le Liban. Beaucoup ont fui la destruction et rien ne les attend en Syrie.